Vous êtes, à partir de 2021, 22, vous êtes chef directeur de la Dutch National Opera Amsterdam and the Netherlands Philharmonic Orchestra. Et comme la première question, c'est après cette pandémie, comment on peut reconstruire un cartellone, comme on dit en français, panneau d'affiche, oui, dans le théâtre. Du point de vue de la programmation, quelles sont les problématiques maintenant? Je pense que la normalité, qui je trouve n'était pas saine, ne sera jamais comme avant. Et c'est une bonne chose. Je pense que dans le monde de la musique classique, il fallait qu'il y ait un changement radical dans les programmations, dans l'invitation des solistes. Et je pense que jusqu'à ce que ça retrouve une certaine normalité, il va falloir être très flexible, de changer les programmations, de faire d'autres choses, de faire avec des plus petites formations, de faire avec les moyens qu'on a. Avec Amsterdam, par exemple, on vient de créer quelque chose d'incroyable avec le chœur. The Voices Out of Silence c'était d'abord un programme pour un concert, et en fait on a créé un spectacle d'1 heure sur scène. Parce que voilà, on avait 5 jours pour faire ça, et on a travaillé, je sais pas, 11 heures par jour pour faire ça. Mais il faut être créatif. Et on a la chance en Europe de pouvoir être rémunéré pour quelqu'un qui est dans un théâtre, comme un danseur, comme un chanteur, comme un musicien. On a la chance par rapport aux États-Unis d'avoir une sécurité financière par rapport à ça. Donc ne pas s'asseoir sur notre luxe et se plaindre de dire « Oh, mais le public, il n'est pas là ». Il faut arrêter avec ça. C'est une réalité. On ne peut pas jouer devant un public dans certains pays. C'est comme ça. Eh bien, faisons autre chose. Créons des choses. Donc, je pense que c'est un moment très, très intéressant pour la créativité. Dans cette période de pandémie, avant ce concert pour la Scala, quels sont les projets en streaming que vous avez réalisés et qu'est-ce que vous pensez de cette façon? Moi, je pense que le streaming, c'est une très belle chose. C'est d'utiliser la technologie qu'on a aujourd'hui pour partager, pour continuer à faire ce qu'on fait. Bien sûr, moi, j'ai fait quelque chose à Stuttgart. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Honegger. Non, Honegger. Oui, Honegger. J'ai fait en Suède aussi, Brahms, deuxième symphonie. À Lisbonne, on fait tout en streaming et on a un public aussi, donc c'est merveilleux. À Zurich, l'orchestre était dans une autre salle et le son était retransmis directement dans l'opéra. Donc moi, je voyais les chanteurs par une télé. C'était pas optimal, mais ça a marché. Je veux dire, c'est mieux de faire ça que de rien faire, parce que ça fait travailler l'orchestre, ça nous fait découvrir une autre façon de travailler avec des distances, donc de s'écouter encore plus. Donc il faut prendre toutes les choses qu'on peut prendre, et si on peut partager notre art à travers la technologie, c'est quelque chose d'important. Et du point de vue de la réflexion personnelle, comment a changé votre antériorité dans cette période et qu'est-ce que ça a signifié pour vous au niveau de changement aussi personnel et artistique donc? Beaucoup. Ça faisait déjà plusieurs mois avant que ça commence que je m'interrogeais sur la fonction du chef d'orchestre dans notre système. J'ai même failli arrêter l'opéra après quelques spectacles parce que je me disais que en fait ce que je voulais obtenir, je pourrais jamais avec le système d'aujourd'hui. Pas de répétition, des fois les chanteurs qui viennent au dernier moment parce que c'est des gens connus, le public qui est content parce que le résultat il est fort, il est rapide et le chanteur tient la note aiguë pendant 10 secondes. Pour moi, c'était très triste. J'ai vraiment failli arrêter l'opéra, vraiment, et faire que du symphonique. Je pense qu'avec Amsterdam, ça m'a redonné bien sûr l'espoir parce que je vais avoir beaucoup de temps pour travailler. On a beaucoup de répétitions et du coup, on a la possibilité d'avoir vraiment un résultat qui est proche
d'une idée artistique précise, tout le monde. Et pas seulement, ok, ça peut être magnifique au dernier moment, mais ça c'est voilà, 90% des cas quand même dans ce système-là, la qualité, elle est pas exceptionnelle. Donc, avant le Covid déjà, je m'interrogeais beaucoup sur notre rôle en tant que chef d'orchestre. Et surtout pendant le Covid, moi, ça m'a permis de réfléchir sur ce qui s'était passé, parce que je me suis arrêté complètement. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir juste réaliser les 8 années qui s'étaient passées dans ma vie. Et surtout de penser à, ok, comment est-ce que tu prévois ton futur en tant que chef d'orchestre? Et je pense qu'on a un rôle beaucoup plus important que juste de faire de la musique sur scène. On a un rôle de entremetteur entre le public et les musiciens. On a un rôle de leadership à travers la culture, à travers la nouvelle génération. On doit tendre la main à la nouvelle génération et pas seulement les inviter en réduisant le prix des tickets, mais en leur parlant, avant un concert, en arrivant sur scène, en prenant le micro, en leur expliquant avec des mots simples qu'est-ce qu'ils vont entendre, pourquoi est-ce qu'ils vont entendre ça. Et quand j'entends toujours les gens, oui, mais les gens connaissent, je fais, mais non, même les spécialistes qui se disent connaître les symphonies de Mahler, peut-être ils connaissent parce que la tradition leur dit de connaître, mais ils connaissent peut-être pas cette lettre que Mahler a écrite, tout ça. One second! Donc, j'ai déjà commencé à faire ça à Lisbonne, et dès que je peux, je fais ça avec n'importe quel orchestre, vraiment de m'adresser au public, je sais pas, 5 minutes, mais juste les inviter à mes répétitions complètes, vraiment, de la première répétition d'une semaine symphonique, avoir 2000 personnes dans la salle. L'orchestre, il est plus stressé, il fait plus attention, mais on peut justement partager avec eux. Regardez, écoutez maintenant la clarinette, regardez, on va lui demander de jouer comme ça, parce que peut-être Brahms pensait à ça, écoutons, et du coup ils entendent la différence. Donc ça c'est primordial, et surtout être actif pour en fait la prochaine génération de musiciens, de non-musiciens, créer une académie à Amsterdam, changer les dispositions de la cantine à l'opéra, changer la nourriture qui est vraiment pas bonne, parce qu'on est des athlètes, on a besoin de bien manger, donc c'est tout mélangé. Donc j'ai vraiment beaucoup de plans pour le futur qui sont en dehors de la musique, mais qui sont reliés à la musique. Oui. Très intéressant. Donc, à différence du passé, le musicien aujourd'hui peut devenir aussi un acteur de la vulgarisation, on dit en français, de la divulgation musicale. Je pense, oui. Énorme. Il doit, peut-être. Il se doit, parce que, surtout, si vous prenez l'exemple des États-Unis, nos amis aux États-Unis n'ont pas eu de paycheck depuis le mois de mars. Nous, en Europe, les gens qui ont des postes fixes ont, depuis le mois de mars, des salaires. Bien sûr, c'est triste, on ne joue pas devant le public, mais on a le luxe d'avoir une aide financière. Donc il ne faut pas se reposer là-dessus, il faut justement faire beaucoup plus pour que la culture, justement, continue à vivre et justement revive. Oui. Parce que même avant le Covid, pour moi, la culture, enfin la façon dont on voyait la culture dans certains pays, c'était très banal, c'était très confortable. Alors que c'est un luxe qu'on a en Europe. Donc il faut pas s'asseoir sur notre confortabilité. Il faut encore plus être créatif et se battre pour ça. Claire. Et à propos de revivre, les sons d'un orchestre après le sommeil de la pandémie. Sommeil n'est pas total parce que les orchestres en Europe ont continué à travailler, mais pas live. Par exemple, la différence entre l'orchestre de la Scala quand vous l'avez dirigé à Roméo et Juliette et maintenant quand vous avez retrouvé l'orchestre. C'est très différent. Je peux pas comparer. Je peux pas faire de comparaison parce que pour Roméo et Juliette, j'avais d'autres musiciens aussi. Oui. C'était dans l'opéra. Dans le pit, c'était de l'opéra. Là, on est dans une nouvelle acoustique au milieu de la salle. Il va y avoir des caméras. C'est un programme très difficile avec peut-être un répertoire qui ne joue pas si souvent que ça.
Mais je suis très content vraiment du travail et de la progression du son avec l'orchestre. C'est magnifique de travailler ici, vraiment. Je suis à chaque fois très, très heureux de les retrouver. Et donc, non, je me réjouis vraiment. Et l'acoustique, c'est maintenant comment? Sans public? Ah, non, l'acoustique est magnifique parce qu'on est au milieu de la salle. Ah oui. C'est vraiment bien. Oui. C'est mieux que si on était sous le palcoscenico. Ah. Vraiment. Après, c'est une situation extraordinaire. Oui. Mais il ne faut pas perdre cette idée. Pour le futur, oui. Mhm. À côtoyer. Bien sûr. Oui, absolument. À propos du programme de demain, troisième de Brahms et septième de Dvorak, je veux faire une question à propos de l'interprétation du répertoire romantique. Et j'avais lu à propos du concert pour violoncelle de Dvorak, par exemple, que vous avez fait avec la Gustav Mahler Jugendorchester, avec Gauthier Capuçon, de l'idée qu'on peut aujourd'hui, comment on peut dire, repenser à ce répertoire sans certains clichés du passé, à propos du vibrato, à propos du phrasé. Donc, quelle idée vous avez pour trouver quelque chose de nouveau, mais de respectueux du texte, naturellement, dans ces deux auteurs? Je trouve très important quand on joue une symphonie de Brahms, c'est de ne pas penser aux enregistrements du passé. Oui. Quand vous jouez Brahms, il ne faut jamais oublier Robert Schumann et Clara Schumann. Pour moi, c'est tellement important. Oui. Sans Schumann, Brahms n'aurait jamais pu composer le Deutsche Requiem. Schumann était le seul compositeur, vraiment, qui connaissait tous les compositeurs avant lui et qui les avait étudiés précisément. De Carl Philipp Emanuel Bach à Schütz. Donc il avait une tradition de la musique de la Renaissance. Palestrina, Couperin. Et Brahms a pris de ça. Oui. Donc Brahms n'est pas gros. Brahms n'est pas cet archétype du romantisme allemand lourd. Non, c'est de la musique très claire. Et la troisième symphonie particulièrement, c'est la dernière symphonie de la relation avec Clara Schumann. Le troisième mouvement de la troisième symphonie, c'est une perle grise. C'est les mots de Clara Schumann. C'est un peu, il dédie tout son amour pour cette femme qu'il ne pourra jamais avoir. Parce que Brahms, toute sa vie, n'a jamais pu avoir de relation avec une femme. Depuis sa tendre enfance, la seule femme qu'il aimait, c'était la femme de son meilleur ami, de Schumann. Donc, on a un drame et une instabilité dans sa musique. Si on la joue très lourde, avec du legato de partout, on la perd complètement. Ça devient une musique qui va vers Bruckner. Où Bruckner, on a besoin de cet espace, de cette composition d'orgue. Mais Brahms, pas du tout. Brahms, pas du tout. C'est du piano, c'est du lead, c'est des détails, c'est des choses très classiques, très presque Renaissance dans le phrasé, dans toutes les articulations. Donc ça, c'est le gros travail. Pour moi, avec chaque orchestre, les premières versions sont tellement lourdes, tellement lentes. Il faut penser à ce jeune homme, ou bien à cet homme, bien sûr, qui avait un énorme ventre, mais qui était à l'intérieur vraiment particulièrement attiré par les prédécesseurs, et pas par ce côté, bien sûr, nordique-allemand, ces grandes plaines, mais énormément de détails et de légèreté. Absolument. Donc ça, pour moi, c'est vraiment mon grand travail et ma perception de ce romantisme allemand de cette époque. Oui. En effet, si on écoute, on a retrouvé certaines gravures et des élèves de Brahms, de pianistes. Ils sont très mobiles, et même très libres, presque improvisés quelquefois. Oui, absolument. Oui. Et si vous deviez dire en quoi vous êtes changé dans les dernières 5 ans, après votre victoire à Salzbourg,
en travaillant avec les orchestres. Quelle est l'importance de travailler par rapport à ce qu'on a étudié, travailler directement? C'est deux mondes complètement différents. Étudier à l'école, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont toujours donné la liberté. Mais c'est pas la réalité, hein. Ce qui m'a énormément aidé, c'était les 2 premières années de diriger toutes les semaines un programme différent avec des orchestres fantastiques, mais qui n'étaient pas des orchestres entre guillemets connus. Donc plein d'orchestres en Espagne, dans le Nord, en France, où j'ai vraiment pu essayer, travailler, mais avec de la sécurité, parce que j'avais pas de pression de médias et tout ça. Donc ça m'a donné beaucoup de sécurité pour moi-même. Et step by step, je suis arrivé dans des orchestres, disons, plus célèbres, avec plus de vision pour les médias, pour les critiques. Et maintenant, je peux vraiment dire, j'ai atteint, je pense, une liberté de décision, de programme, de décision aussi, même humaine, psychologique avec les gens, parce que c'est allé très vite, bien sûr, on peut dire 5 ans, c'est rien, mais j'ai passé beaucoup de temps tout seul à essayer toujours d'être mieux et à essayer d'analyser mes erreurs, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, pourquoi l'atmosphère a changé, et vraiment de m'ouvrir beaucoup plus à la relation avec les gens, de faire confiance aux gens, en fait. Et ça, c'est une chose qui est primordiale en tant que chef d'orchestre et que vous ne pouvez pas apprendre à l'école. C'est de faire confiance à un orchestre. Même si vous entendez les erreurs, de leur donner cette confiance, ils vont vous la rendre. Et ça, bien sûr, c'est encore un long travail, mais je me sens déjà beaucoup plus stable et beaucoup plus serein. Oui. Vraiment. J'ai rarement eu peur, mais là, je peux dire que j'ai vraiment pas peur. Ouais. Et du point de vue du répertoire, oui, encore, ok, juste 2 minutes. Vous êtes concentré surtout sur le 19e et 20e siècle, je pense, surtout. Et qu'est-ce que vous pensez de la créativité contemporaine? Parce que je sais que vous écoutez aussi des autres musiques comme le rap, etc. Moi, je sens que dans ce moment de changement aussi existentiel, pandémie, etc., on sent un peu le besoin de redécouvrir la créativité au point de vue de la composition aussi des compositeurs actuels. Quel est votre point de vue sur ce point, à propos, par exemple, de l'idée des styles musicaux, de l'avant-garde, de retour d'une certaine néotonalité ou pas? C'est un grand thème, un grand sujet. On va essayer de le réduire. Je pense que cette période est très propice, comme je l'ai dit avant, à la créativité. Je pense que la place, par exemple en opéra, des opéras contemporains, vous prenez, moi, je rêverais de faire Exterminating Angel, ou bien tout ça. C'est des choses qui, pour moi, dans 150 ans, seront encore jouées. J'ai pas encore eu, disons, j'ai pas encore pris la décision de les faire maintenant, parce que pour moi, était un processus. Oui. Je pense que vous pouvez pas nécessairement avoir une grande liberté dans la musique contemporaine si vous ne savez pas maîtriser avant Bach, Mozart, Couperin, Palestrina, l'école viennoise, Brahms, Mahler, Bruckner, Stravinsky. Donc, pour moi, c'est une époque qui va arriver, mais qui, pour l'instant, dans mon cœur et dans mon esprit, n'est pas encore une nécessité. Je n'ai pas encore le besoin vraiment de m'y attacher. Mais j'espère vraiment que cette musique-là va prendre une place plus importante aussi, même dans nos écoutes et dans notre histoire musicale. Ouais. Je pense que ça suffit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.